Les JOP pour ou contre l'éducation physique et sportive? Question provocatrice, mais pourtant, les dernières mesures inquiètent. Et si finalement, l'EPS était la grande perdante des JOP? Quel héritage des JOP 2024? 30 minutes de bouger, 2 heures de sport, les JOP pour ou contre l'éducation physique et sportive? Bienvenue à la première soirée de l'EPS de la saison 4. Une première soirée consacrée à l'EPS pour accompagner la campagne #EPS 2024. Les soirées de l'EPS sont une volonté du SNEP FSU d'organiser un espace de discussion, de débat public, d'être la maison de l'éducation physique et sportive en faisant vivre des controverses. Ces soirées sont possibles grâce aux cotisations de nos syndiqués. Merci d'être de plus en plus nombreux et de continuer, grâce à vos cotisations, à faire vivre une partie de ces soirées-là et de cette discussion. Ce soir, avec nous, plusieurs invités. Dominique Charrier, maître de conférence à Orsay. Bonsoir Dominique et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Marie Barsac, qui est donc directrice Impact Héritage du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Merci, dit le COJO, dans son appellation plus connue. Ayodele Ikwessan, athlète française de haut niveau, spécialiste du sprint et aussi femme politique. Bonsoir. Hugo Ponté, professeur d'EPS, membre du COPER 93, collectif permanent pour la défense et la promotion de l'EPS et du sport associatif en Seine-Saint-Denis. Bonsoir Hugo. Stéphane Mazard, qui, je ne sais pas s'il est en ligne ou pas, il va nous rejoindre incessamment sous peu, qui est député, oui il est là, bonsoir Stéphane Mazard, député de l'Aveyron, qui vient de présenter un rapport sur les retombées des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 sur le tissu économique et associatif local, paru en juillet 2023. Bonsoir Stéphane Mazard. Et pour finir, Benoît Hubert, qui est donc co-secrétaire général du SNEP FSU. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Alors, pour commencer nos soirées de l'éducation physique, nous avons tout le temps une petite rubrique qui s'appelle l'actu de l'EPS qu'on tourne en direct. Et donc, on est l'actu de l'EPS avec Coralie Bénèche, la deuxième co-secrétaire générale du SNEP FSU. Cette interview sur l'actu de l'EPS aujourd'hui. Alors, on a une actu très chargée ce début d'année, puisque à la fois le président Macron, mais on va dire beaucoup de politiques, avec cette approche des Jeux Olympiques, font de nombreuses déclarations sur la question du sport, la place du sport à l'école, parfois ici de l'éducation physique et sportive, et un dispositif qui apparaît très fort en ce moment, le sport. Alors moi, ma première question, c'est ces 2 heures de sport, c'est quoi? C'est la fausse bonne idée du moment? Je crois qu'on peut dire effectivement que c'est une fausse bonne idée. Une fausse bonne idée parce que d'une part, il y a peu d'établissements concernés, mais surtout parce que dans chaque établissement concerné, ça concerne au maximum 20 élèves. C'est-à-dire qu'un atelier, c'est 20 élèves maxi, et on sait aujourd'hui en plus que finalement, c'était 6 ou 7 élèves dans les établissements scolaires maximum. Donc ça ne touche absolument pas les élèves qui devraient être concernés par ce dispositif. La cible, parce qu'en plus, la cible du ministère, qui était des élèves décrocheurs, n'est pas du tout atteinte. C'est-à-dire que aujourd'hui, sur les 6 ou 7 élèves concernés par établissement, en fait, dans leur étude, c'est 10% qui sont des élèves réellement décrocheurs de la pratique. Nous, on a une solution qui, en fait, règle tous ces problèmes-là, c'est-à-dire que en obligeant sur la pratique de l'éducation physique et sportive, en montant le temps de pratique à 4 heures pour tout le monde, effectivement, on atteint notre cible et tous les élèves sont forcément concernés. Bon, sur un autre sujet, sur la formation continue qui va basculer sur le temps de vacances. Il y a plusieurs organisations syndicales qui ont développé l'idée que finalement, ça revenait à augmenter le temps de travail des enseignants. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Alors, je crois qu'aujourd'hui, il faut se mettre dans la tête qu'il y a une obsession en fait, du ministère sur le fait que les profs sont trop absents et qu'il faut absolument que sur des courtes durées, ça n'existe plus en fait. Que les élèves aient toutes leurs heures de cours. Et donc aujourd'hui, on a dans la visite du ministère, il y a effectivement la formation continue qui est un droit aujourd'hui pour les enseignants et qui se fait actuellement sur du temps de travail. Mais le temps de travail d'un prof, il est défini par ses obligations réglementaires du service, mais aussi par tout le temps qu'il va faire à côté. Et donc,
aujourd'hui, on sait que la moyenne du temps de travail, c'est une étude de l'ADEME de l'année dernière, c'est 43 heures. Et à partir du moment où on met ces heures de formation continue en dehors de tout temps de travail et en plus sur les vacances scolaires ou alors le soir, effectivement, ce qu'il y a un petit peu derrière, c'est l'idée que les profs ne travaillent pas assez et que donc en plus de leur journée normale, il faudrait leur faire faire leur formation continue. Et derrière ça, il y a plusieurs problèmes qui se posent. D'une part, on sait très bien que la société actuelle fait que sur les créneaux 17h, 19h ou sur les vacances scolaires, il va y avoir une inégalité d'accès entre les hommes et les femmes. Et d'autre part, pour notre discipline, spécifiquement l'éducation physique et sportive, c'est problématique parce que 2 heures déjà, ça ne correspond pas à une séquence. Et en plus, en termes d'installation sportive, on sait que pendant les vacances, ça ne sera pas disponible. Et le soir, ça veut dire de la visio. Or, la visio, on sait que c'est pas du tout pertinent sur de la formation ou sur toute autre forme de travail. Mais quand même, par rapport au temps de formation des enseignants, sur le temps de cours, ça vient peser sur les apprentissages des élèves. Or, est-ce que dans la tête du ministère, le proposer pendant le temps des vacances scolaires, c'est pas aussi une façon de trouver une solution pour remédier à cette question-là? Je crois qu'en fait, la responsabilité, elle est ministérielle. La responsabilité des absences, elle est ministérielle parce qu'aujourd'hui, il y a l'étude de la Cour des comptes de 2021 qui donne des chiffres très clairs. Il y a 15 millions d'heures non remplacées de manière globale. Et sur ces 15 millions d'heures, il n'y en a que 2,5 millions qui sont de la courte durée. Tout le reste, c'est de la responsabilité du ministère sur des remplacements de longue durée. Donc faire peser aujourd'hui sur les enseignants la responsabilité de ces millions d'heures non assurées, en fait, c'est juste de la communication vers les parents d'élèves, surtout. Alors, on reprendra peut-être, mais revenons à notre soirée. Alors, les Jeux Olympiques sont souvent présentés comme un accélérateur de transformation sociale. On est à peu près à 6 mois des JOP, et donc avec plusieurs personnes qu'on a invitées ce soir, des syndicalistes, des enseignants, des fédérations sportives aussi, des élus politiques, bon, un certain nombre de personnes. On aimerait faire le point un petit peu sur cet héritage potentiel, réel, supposé des JOP 2024. C'est quelque part qu'on se soucie de l'héritage avant même la fin des JOP, c'est aussi parce qu'on a la volonté d'espérer des retombées possibles après ces Jeux Olympiques. Alors, on parle d'héritage, on parle d'impact, beaucoup de notions qui viennent se mélanger parfois. On a voulu, avant de commencer cette soirée, essayer de faire un peu le point sur ces mots pour essayer de savoir de quoi on parle. Alors, Dominique Charrier, tu es maître de conférence HDR à Orsay et tu as travaillé sur de nombreux sujets, notamment sur les retombées socio-économiques du sport et de grands événements sportifs. Tu as fait quelque chose, par exemple, sur la dernière Coupe du Monde de football, hein, me semble-t-il, en Seine-Saint-Denis. Et est-ce que tu peux revenir un peu sur ces notions d'héritage, d'impact? Est-ce que tu peux nous dire un peu, finalement, est-ce que c'est la même chose, pas la même chose? Pourquoi ces mots? D'où viennent ces mots? Alors, le choix des mots n'est jamais neutre, évidemment. Peut-être avant, redire que j'ai pu construire le point de vue sur un certain nombre d'études qui ont été menées. Je l'ai dit en quelques mots. D'abord, une étude sur la Coupe du Monde de marche à pied qui se tenait en 1999 à Mésidon-Canon. Ça peut sembler lointain et un peu désuet, surprenant. Et la commande qu'on avait eue, c'était travailler sur l'impact économique. Et en terminant l'étude, on s'est rendu compte qu'on s'était trompé. C'est-à-dire qu'en fait, l'impact économique n'était pas très intéressant sur ce petit territoire. En revanche, l'impact social était assez incroyable. Bon, j'ai pas le temps d'expliquer pourquoi et comment, mais du coup, ça renvoie finalement à cette bonne question de l'impact social. Puis on a fait d'autres études, j'en cite 2 en particulier. Une sur la Coupe du Monde de rugby en 2007 en France, en particulier en travaillant à Versailles, à Noisy-le-Grand et à Saint-Denis. Et puis une autre grosse étude sur l'Euro 2016, pas la Coupe du Monde, sur l'Euro 2016 qui s'est tenue en France et on a travaillé aussi en particulier en Seine-Saint-Denis sur cette question-là. Et ces différentes études m'ont amené à construire un point de vue contradictoire, pas un point de vue de militant pour les Jeux Olympiques ou un point de vue de militant contre les Jeux Olympiques. C'est assez à la mode dans la communauté donc universitaire. C'est pas notre cas. On essaie d'avoir une approche contradictoire de la complexité. Alors pour répondre à la question, pour le coup, je trouve que le terme d'héritage il est intéressant et en même temps il est assez ambigu.
Il est intéressant parce qu'il renvoie à une posture du comité international donc olympique qui a construit finalement ce concept-là il y a une vingtaine d'années maintenant, notamment parce qu'il n'avait pas trop de villes candidates, sûrement. Et donc, du coup, on voit bien qu'il y a l'idée de convaincre les citoyens, de convaincre les décideurs, eh bien, de pouvoir soutenir une candidature de ce type-là. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui est ambigu dans le terme de l'héritage, de mon point de vue, c'est que ça conduit très vite à une vision assez optimiste, au fond. D'ailleurs, quand on relit la définition que propose le comité international, on voit bien qu'il s'agit de convaincre les habitants, électeurs, contribuables. Et finalement, on va insister lourdement sur les impacts positifs et puis on va oublier peut-être un peu les autres. Pour ça que nous, on préfère employer le terme d'impact au pluriel. Parce que ça renvoie finalement à l'idée qu'il y a des impacts négatifs et positifs, et qu'il faudra être capable de s'intéresser aux deux, et c'est pas si facile. Je me tourne vers Marie, parce que, évidemment, quand on est au comité d'organisation, on a envie que ça brille et que ça fonctionne bien, donc on privilégie plutôt la démarche qui va être positive. Bon, nous, on a une approche un peu différente, on n'est pas chargé d'organiser les jeux, ça tombe bien, et du coup, on peut se permettre une approche plus contradictoire, au fond. Voilà. Donc, impact au pluriel pour montrer qu'il y a une vraie complexité, une vraie diversité, et puis peut-être finir, pour pas être trop long, sur l'idée que les impacts ils sont à court terme, moyen, long terme, et que d'ores et déjà maintenant, les Jeux Olympiques, depuis la période de la candidature, finalement, on en parlait avec Marie juste avant, eh bien, ça crée effectivement de l'impact, qu'il soit positif ou qu'il soit donc négatif, mais on va avoir, j'imagine, l'occasion de revenir sur ça. Bien entendu, merci. Alors, tu faisais référence à un travail que tu as mené avec des collègues sur l'impact donc du mondial de football en France. De l'Euro 2016. De l'Euro, pardon, de l'Euro. Pas le mondial. De l'Euro. Est-ce que tu peux revenir sur les grandes lignes de cette étude-là? Qu'est-ce que vous avez pu observer qui pourrait peut-être nous donner des indicateurs, ou en tout cas nous éclairer un peu sur potentiellement les conséquences, identiques ou pas, sans doute, à discuter aussi des Jeux Olympiques 2024. Alors, avec un de mes collègues, on fait un cours qui dure 20 heures sur ce thème-là. Donc, je vais pas le faire ce soir. Je pense que je vais pas avoir le temps. Peut-être résumer en quelques mots, dire d'abord que notre ambition était d'analyser les différents impacts et pas seulement de les mesurer. Ça, c'est un débat qui est assez incontournable, notamment avec l'idée que les mesures, elles restent assez partielles. On aura l'occasion de revenir sur cet aspect-là, j'imagine, à un moment donné. Et j'ai pour habitude de dire qu'en fait, on ne compte que ce qui se compte bien. Et tout ce qui se compte pas, du coup, on le perd un peu si on reste fixé sur la mesure. Donc nous, notre parti pris, c'était plutôt de partir à la pêche, si je puis dire, et essayer d'analyser dans les contextes locaux, dans ce qu'ils ont de singulier, dans ce qu'ils ont de complexe, des choses assez fines au fond. Alors, cette étude-là qui nous a animés de 2015 à 2018, avec un ouvrage qui est sorti en 2019, donc ça nous a bien occupés, ça produit des résultats assez différents, des résultats donc théoriques d'abord, avec l'idée de proposer un périmètre de l'impact donc social qui est structuré autour de 6 catégories, que je vais peut-être pas expliquer là parce que ça prend un peu de temps. Et ces 6 catégories, on les a conçues comme étant des outils mobilisables par les acteurs, notamment donc olympiques, donc après l'Euro, pour essayer de construire finalement leurs objectifs politiques. On verra dans les prochains mois si on a réussi à attirer un certain nombre d'acteurs locaux, des villes par exemple, s'ils se sont emparés de cet outil. Des résultats donc méthodologiques aussi, avec l'idée justement d'aller chercher les impacts sociaux dans les endroits les plus inaccessibles au fond. Et par exemple, je donne juste cet exemple-là en termes de méthode, on avait mis en place des circuits urbains, c'est-à-dire qu'on traversait la ville, Paris et Saint-Denis, donc en particulier, pour essayer de repérer la fête donc sportive, ça c'est assez facile à faire, mais aussi repérer l'absence de la fête. Dans certains quartiers, lors de l'Euro, il se passe rien, quoi. Dans certains quartiers de Paris, il se passe absolument rien. Donc voilà, ne pas se laisser piéger par ce qui s'organise, ce qui se voit bien, mais plutôt essayer aussi d'aller voir des choses plus contradictoires. Puis en termes thématiques, plein de sujets différents. Je pense par exemple aux usages sociaux dans les fan zones. J'avais fait une analyse comparée de la fan zone à Saint-Denis et à Paris, par exemple. Bon, il y a d'autres types de résultats que j'ai pas le temps de présenter là. Je conclus avec deux questionnements par rapport aux Jeux Olympiques. Peut-être que c'est intéressant de se les reposer maintenant. La première perspective qu'on a ouverte, c'est la capacité des dispositifs d'accompagnement
à accélérer véritablement les politiques publiques. C'est la question que tu nous posais. Qu'est-ce que tu appelles les dispositifs d'accompagnement? Alors, tous les dispositifs qui sont montés par l'État, les collectivités locales, les départements, les régions, etc., et qui visent d'une façon ou d'une autre un objectif social, donc éducatif par exemple, et pas seulement à les concentrer de manière donc descendante à certains endroits. C'est-à-dire qu'on peut se faire piéger sur cette idée de l'accélération, parce que les différents appels à projets, qui ont des effets intéressants puisqu'ils motivent du monde, mais aussi qui ont des effets un peu pervers, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus, et bien du coup, ils se concentrent à certains endroits. Donc si on se laisse piéger, on va voir que cet effet de concentration et on va pas voir qu'ailleurs, il se passe rien. Donc il y a l'idée de comment les dispositifs d'accompagnement, ils permettent justement cette accélération des politiques publiques et on verra plus tard peut-être que c'est pas si simple. Et la deuxième perspective, et l'Euro 2016 a été un révélateur assez formidable sur cette question, c'est la création de nouvelles transversalités entre les secteurs du sport, les cultures professionnelles liées au sport, que nous, on connaît bien, mais aussi liées à l'art, au tourisme, à la santé, à l'éducation, au travail social. Et l'Euro 2016 a vraiment permis cette mise en relation de cultures professionnelles assez différentes. C'est vraiment pas simple. Et on peut faire l'hypothèse qu'autour des Jeux, on aura l'occasion d'en parler après, ça bouge beaucoup là-dessus, effectivement. Tout à fait. Merci Dominique. Alors dans le paysage un peu pour lancer la discussion, nous voulions aussi faire un peu un tour d'horizon avec Benoît Hubert. Donc toi tu es secrétaire général du SNEP FSU et vous venez de réaliser un état des lieux de l'éducation physique et sportive pour lancer l'année. Alors l'année dernière le SNEP avait été sévère. Ils ont publié un communiqué de presse en disant les JOP déshéritent l'éducation physique et sportive. Bon, il faut dire que les dernières déclarations de Macron, elles ont tendance à inquiéter considérablement l'éducation physique et sportive. Déclaration finalement sur une activité physique, quotidienne qui tend peu à peu à concurrencer malgré tout l'éducation physique et sportive. Le 2 heures de sport qui semble être l'alpha et l'oméga des mesures de rentrée. Alors, Benoît, par rapport à ces différents éléments que vous venez de réaliser, est-ce que tu peux nous donner assez rapidement, pareil, puisque ça va faire un cours de 20 heures que tu pourrais aussi faire sur l'état des lieux, mais en quelques minutes, là, les chiffres clés de cette rentrée 2023 sur la situation de l'éducation physique et sportive. Oui, bon, pour revenir un petit peu en amont, nous, dès 2017, on a un regard assez critique sur ce qui se passe. On ne parle pas pareil que vous, ni pour ni contre les Jeux Olympiques. La question n'est pas là. Mais on aurait espéré justement bénéficier d'un héritage et là maintenant à moins de 10 mois on espère avoir un impact. C'est un peu la nuance que je mettrais pour le coup. Et en 2017 au moment de l'attribution des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris et sans angélisme aucun de notre part, on avait caressé l'espoir quand même qu'il y ait un vent nouveau qui souffle pour le sport pour tous et aussi l'éducation physique et sportive en particulier et le sport scolaire dans le monde éducatif. Faut dire que depuis lors, les espoirs, ils ont été un peu largement douchés par les politiques qui ont été menées au sein du système éducatif. Quelques chiffres, 2579 heures non assurées à cette rentrée, suppression de plus de 1000 postes depuis 2017, des baisses d'horaires disciplinaires, des mercredis qui sont préemptés pour les cours avec la réforme du lycée, rien sur les programmes et certifications, et j'en passe comme par exemple l'externalisation de dispositifs qui ont pour nous peu de sens et qui n'atteignent pas leur cible, comme a pu dire Coralie au début. Partant de ces constats qu'on avait pu faire, nous, on s'est demandé finalement, même si on est en prise directe avec le terrain, est-ce que c'est partagé? Est-ce que chez nos collègues, cette vision un peu noire, je veux dire, de la situation de l'EPS, elle était partagée? Donc on a lancé une grande enquête de rentrée pour essayer de voir un petit peu quel était l'état d'esprit de nos collègues. Alors, juste quelques chiffres, parce que tu m'as dit de pas être long, donc je vais pas être très très long. On a lancé donc cette grande enquête auprès de tous les enseignants d'EPS. On a eu plus de 2000 réponses, ce qui est pas négligeable dans notre corps. 90% de ces collègues estiment que la place de l'EPS s'est dégradée depuis 2017. 76% estiment que les installations sportives mises à disposition de nos salles de classe, elles permettent pas de faire un travail cohérent et adapté parce qu'elles sont justement inadaptées, vétustes, voire trop éloignées, puisqu'il y en a qui mettent plus de 20 à 40 minutes pour aller sur les installations. Il y en a 45% qui estiment maintenant éprouver une perte de sens de leur métier. Et 97%, ça c'est énorme,
que les programmes sont insatisfaisants parce qu'il y a une perte d'engagement moteur, 63% de l'estime, au profit d'une centration sur des compétences motrices et sociales. Donc non seulement l'enquête, elle corrobore les analyses qu'on avait pu faire nous, mais le malaise, il est encore plus profond que ce qu'on pouvait imaginer. Je vais pas plus loin, tu m'as dit il est court. Merci. Merci. Alors, je rappelle à nos auditeurs qui soient donc à la fois sur Zoom, mais aussi sur les réseaux sociaux, que vous pouvez commenter, partager. On a prévu aussi tout au long de la soirée, à travers la lecture de vos commentaires, éventuellement de relancer nos invités dans la mesure du possible, parce que c'est pas toujours simple. Mais voilà, donc n'hésitez pas à discuter et commenter ce que vous pouvez entendre. Alors, Marie Barsac, je me tourne maintenant vers vous. Donc, vous êtes la directrice d'un lieu qui s'appelle Direction Impact et Héritage du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, hein, comme nous l'a rappelé d'ailleurs un auditeur de Paris 2024. Alors, à l'écoute un petit peu de ces deux premières présentations hein, qui commencent à dépeindre un peu le paysage, est-ce que vous avez une première réaction? Oui, bonsoir à toutes et tous et merci beaucoup pour votre invitation. C'est vrai que je suis ravie qu'on puisse avoir cet échange. On se connaît déjà un peu, mais c'est bien de pouvoir participer à votre soirée. Évidemment, quand j'écoute votre enquête, je ne peux que être voilà inquiète, interloquée et même inquiète pour les professeurs de PS et la façon qu'ils ont de voir leur métier se dégrader, puisque c'est ça dont vous parlez. Alors qu'en même temps, effectivement, on a cet élan normalement national autour des Jeux Olympiques et Paralympiques. Moi, je voudrais juste resituer quand même mon rôle et le rôle de Paris 2024 parce que je voudrais pas qu'on se trompe non plus sur le rôle de chacun. Je ne suis évidemment pas une représentante du gouvernement et des politiques publiques portées par notre pays. Paris 2024 s'est donné une ambition quand même pour mettre plus de sport dans le quotidien des Français et notamment des enfants. Et nous avons, ça je vous l'assure, toujours promu l'EPS auprès des différents ministres d'éducation puisqu'on en a vu quelques-uns passé. C'est un sujet important parce que à chaque rencontre avec les ministres, nous avons proposé évidemment des mesures fortes qui sont très simplement l'EPS au brevet des collèges, des heures de formation EPS, des inspections EPS parce qu'on sait que c'est aussi à ça que ça se joue avec des inspections. Si on est inspecté, bien on fait l'EPS et notamment en primaire, on fait les heures d'EPS. Et on a aussi proposé, parce que vous allez sûrement m'en parler, cette mesure de 30 minutes d'activité physique quotidienne, qui effectivement est une initiative de Paris 2024, mais je tiens à resituer quand même cette mesure qu'on a proposée dans le cadre des autres mesures que nous avons proposées. On n'a pas seulement parlé de ces 30 minutes d'APQ, c'est important de le dire parce que certes on n'a pas réussi sur les autres items, peut-être que là on a réussi sur les 30 minutes d'APQ pour que cette expérimentation soit généralisée, mais je veux vraiment que vous soyez convaincus que l'équipe de Paris 2024 et Tony Estanguet en premier lieu sont des fervents supporters de l'EPS. Ses frères sont professeurs d'EPS, il vit le sujet en famille et est très conscient de ce que vivent aussi les enseignants d'EPS. C'est un sujet qu'on partage souvent. Donc soyez quand même convaincus que nous, on essaie de travailler dans ce sens-là. Après, si je veux quand même voir des éléments positifs et dans l'action encore une fois, que nous, on a menée à notre échelle, nous, on voit quand même que le label Génération 2024, qui est attribué par le ministère de l'Éducation nationale, mais qui est proposé par Paris 2024 avec beaucoup d'outils, avec une plateforme, avec des participations à des semaines olympiques et paralympiques et des outils pédagogiques. On voit quand même qu'il y a un engouement assez fort. On a 30 000 aujourd'hui personnes qui sont du coup assidues à la plateforme Génération 2024 et on a du coup demandé à ces personnes qui sont inscrites sur cette plateforme leur profil et on a majoritairement des enseignants de PS. Donc, on se dit quand même que ces outils et cette dynamique qu'on a pu proposer, elle leur est utile. Et la preuve pour nous du fait qu'on promeut l'OPS et qu'on veut vraiment valoriser le rôle de l'enseignant d'EPS, c'est le rôle qu'il peut jouer dans le cadre de la semaine olympique et paralympique, qui aujourd'hui, dans pas mal d'établissements scolaires, devient une semaine un peu particulière qui mobilise pas seulement les cours d'EPS, mais qui est plus transversale et qui va occuper les élèves sur la semaine, sur des temps communs avec d'autres disciplines sportives. Et ça donne l'occasion de pas mal de collaboration entre des professeurs d'EPS et des professeurs d'autres matières. Pour nous, ça,
c'est finalement un héritage d'une certaine façon très intéressant parce que on était très favorable à l'époque. Je ne sais pas si vous l'étiez, vous le SNEP FSU, mais en tout cas nous on l'était quand il y avait les les projets multidisciplinaires où l'EPS pouvait être mélangé à des projets autour de l'histoire, de la SVT, de la physique-chimie. On trouvait que c'était intéressant de valoriser l'EPS. Ça, c'était à la période de la candidature. On avait promis pas mal de projets dans ce sens-là. Aujourd'hui, c'est moins le cas parce qu'il y a plus ces enseignements pluridisciplinaires. Mais pour autant, pendant la semaine olympique, et paralympique, on voit quand même qu'il y a des collaborations fortes entre différents enseignants. Merci. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir une adaptation française du storytelling de Londres, JOP de Londres. Le problème, c'est que c'était un peu une série catastrophe, puisque pendant les JOP de Londres, tout allait bien, avec un récit national important. Puis, post-JOP de Londres, l'EPS a été impacté de façon importante, avec un remplacement par des clubs privés et une diminution de l'horaire d'éducation physique et sportive. Alors, Benoît, toi, en tant que secrétaire général, au nom pourquoi des collègues enseignants d'EPS, est-ce que tu as le sentiment, est-ce que tu as l'impression que les enseignants d'EPS ont cette crainte finalement qu'à la fin des JOP, l'éducation physique et sportive ressorte affaiblie? Avant de répondre à ta question, je voudrais réagir si c'est possible. Bien sûr. Il n'y a pas de problème, d'accord. On n'a jamais ciblé le COJO, qu'on soit bien clair entre nous. Ce qu'on cible effectivement, c'est les politiques publiques en matière d'éducation. Le ministère de l'Éducation nationale, de notre point de vue, fait pas ce qu'il faut pour la valorisation de l'EPS et on partage notamment ce que vous avez pu porter, DNB, formation, inspection, ça fait partie de nos revendications aussi quelque part. Voilà, Après, j'ai eu plus de problèmes avec les questions de labellisation, Génération 2024, ou des semaines olympiques et paralympiques dans un travail transversal, parce qu'on retombe sur ce qu'on appelle nous de l'EPS contributif bien souvent. C'est-à-dire qu'on contribue. Là, on va contribuer à une opération de promotion des Jeux Olympiques, quoi, en gros. Et bien souvent, dans les labellisations que je peux voir, moi, c'est pas forcément porté par des professeurs d'EPS et surtout, il n'y a pas de pratique derrière. Alors, ce qui nous importe, nous, c'est d'augmenter le temps de pratique des élèves, de tous les élèves. Et donc, c'est là que je pense qu'il y a un petit peu... Sur ta question, est-ce que je vais revenir? Non, pas de problème. Sur ta question, je pense qu'on est sur une pente qui nous mène sur les mêmes travers que, là, je sais pas ce qu'en pensent les collègues, là, pour le coup, les mêmes travers que lors des Jeux Olympiques de Londres. C'est-à-dire qu'on va privilégier maintenant les pratiques de haute performance. Et d'ailleurs, les subventions, les moyens sont mis extrêmement forts sur ces pratiques de haute performance en oubliant quelque peu ce que j'appellerais le sport pour tous, et dont l'EPS et le sport scolaire font partie pour moi. Voilà, c'est-à-dire que l'État prend en charge en gros le sport de très haut niveau, et le reste, on va le laisser un peu aux collectivités territoriales qui vont se débrouiller pour essayer de faire du sport de masse. Et dans ce complexe-là, comme ça s'est passé en Angleterre, on voit qu'il y a une dégradation forte de l'activité physique et sportive au sein des scolaires. Ce qui est dommageable parce que les problèmes d'obésité qu'ils connaissent, on les connaît déjà, donc ce serait faudrait peut-être pas aller là-dessus. Et donc j'ai l'impression, en fait en France, j'ai l'impression qu'on copie des modèles quand ceux-là sont dépassés dans les autres pays. C'est un peu, voilà, on a essayé de copier le système allemand, comme les Allemands ont vu que ça marchait pas et qu'il fallait faire autre chose, on a essayé de le copier, là, cours le matin, sport l'après-midi. Et on est toujours dans cette dynamique un peu étrange où on a un décalage complet avec ce qui se fait, ce qui se passe. Donc c'est une crainte que moi j'ai en tout cas, ouais. D'accord. Alors, Dominique, tu voulais réagir et ensuite je donnerai la parole à Stéphane Mazard. D'abord, c'est assez impressionnant d'entendre l'inquiétude que les profs d'EPS ont. Je pense que ça résulte de plusieurs éléments. Les vieilles difficultés de l'EPS, les postes, les équipements qui sont pas assez nombreux, etc. Bon, ce sont des contraintes que l'on connaît là depuis longtemps. La peur de l'après-JO, c'est un deuxième aspect, avec l'idée que on a mis l'accent peut-être sur le sport pendant un certain temps, du coup on ne le mettra pas après, si tant est qu'on l'ait mis véritablement. Mais surtout, moi ce que j'entends, ce que je crains, c'est une espèce de confusion entre l'EPS à l'école, le bougez-vous, le sport scolaire. Il y a une espèce de nuage, là on mélange tout. Et on dévalorise l'EPS en fait en faisant ça. Je suis assez opposé pour le coup au programme de ces 30 minutes, non pas parce que l'idée de remettre donc en mouvement la population ce soit pas une bonne idée. Évidemment que c'est une bonne idée, mais peut-être pas n'importe comment. Et si on se contente de se bouger
Et de ne pas avoir une véritable éducation donc physique et sportive, j'ai peur qu'on ait que des petits effets à court terme et qu'on n'en ait pas donc à long terme. L'enjeu, c'est ça, me semble-t-il, c'est d'avoir une culture sportive, et ça passe par une véritable EPS. Et là, les 30 minutes, pour le coup, c'est un choix politique qui n'est pas le bon, semble-t-il. Alors, pour continuer la discussion, on va aussi venir après sur la dimension du sport et la place du sport en tant que tel, justement. Mais on reste encore un petit peu sur le monde de l'éducation physique et sportive. Donc, Stéphane Mazard, vous êtes député de l'Aveyron et vous venez de présenter un rapport avec Monsieur Peu sur les retombées des Jeux Olympiques. Et vous avez fait un certain nombre de recommandations assez larges, puisque votre rapport est constitué de recommandations, y compris sur la dimension économique. Est-ce que vous pouvez revenir sur les recommandations que vous avez faites pour l'éducation physique et sportive? Bien, bonsoir à toutes et à tous. Peut-être deux mots pour situer le cadre dans lequel nous sommes intervenus avec Stéphane Peu. Donc c'est un rapport parlementaire, comme vous l'avez indiqué, dont l'initiative a été prise d'ailleurs par le groupe auquel appartient Stéphane Peu. Stéphane Peu, donc, est député de la Seine-Saint-Denis, député d'opposition. Et son groupe donc, a proposé, dans le cadre de ce qu'on appelle le droit de tirage, la thématique donc, des Jeux Olympiques et Paralympiques en termes d'héritage ou d'impact sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan associatif, sur le plan sportif, etc. Donc on a travaillé pratiquement 8 mois sur ce sujet, et l'idée pour nous c'était de prendre toutes les politiques publiques qui ont été mises en place depuis maintenant que nous savons que la France accueillera en 2024 les Jeux Olympiques et Paralympiques pour y porter une appréciation la plus objective possible. Vous savez que le rôle du député, c'est de voter la loi, mais c'est aussi de contrôler l'action du gouvernement, c'est d'évaluer les politiques publiques. Et c'est vraiment dans ce cadre-là que nous avons mené nos travaux. Avec Stéphane Peu, nous, on disait très clairement à nos interlocuteurs que nous étions deux députés hyper favorables aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous, on considère que c'est une chance extraordinaire pour notre pays pour accélérer un certain nombre de sujets. Et parmi lesquels, bien évidemment, donc, celui de la pratique sportive. Alors, permettez-moi, alors c'est vrai que ce qui intéresse aujourd'hui notre débat, c'est celui de la place de l'éducation physique et sportive, mais permettez-moi quand même peut-être un petit peu de dézoomer et de dire quand même qu'aujourd'hui, on peut se réjouir d'avoir un constat à peu près partagé, un diagnostic à peu près partagé entre tout le monde sur le fait qu'on a un vrai danger pour notre jeunesse si on ne remet pas la place de l'activité physique, du sport, au niveau où cette activité et le sport doivent être dans notre pays. On a eu le Covid, on a eu les confinements, on a eu donc cette période très particulière qui a fait que notre jeunesse s'est retrouvée en état de sédentarité. On a l'avènement des écrans et notre jeunesse est de plus en plus accro aussi à ces écrans. Et on voit bien aujourd'hui l'impact que ça a déjà et que ça va avoir dans les années qui viennent en termes donc, de santé publique. Donc, tous les médecins, les scientifiques, les spécialistes de la question donc, nous alertent les pouvoirs publics, et donc il fallait réagir. Et je pense que les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 nous permettent effectivement de mettre à l'agenda ce sujet de préoccupation qu'on doit tous avoir. Donc c'est bien évidemment tout ce qui a été mis en place, et vous l'avez relaté, donc les 30 minutes d'activité physique quotidienne dans les écoles, c'est les 2 heures supplémentaires de pratique sportive donc, au collège, c'est la semaine paralympique, c'est les labellisations Génération 2024, etc. Donc ce sont tous ces dispositifs, tous ces politiques publiques qui sont menées pour essayer donc d'avoir une pratique physique, une pratique sportive un peu plus importante auprès de notre jeunesse et de les sensibiliser à l'intérêt de faire du sport, à se bouger. Bon, nous, on considère que dans les savoirs fondamentaux, il y a bien évidemment lire, écrire, compter, mais il doit y avoir bouger. Alors après, bouger,
chacun y met ce qu'il a envie d'y mettre, hein. Mais je pense que bouger, c'est essentiel. Il faut vraiment qu'on sorte de la sédentarisation dans laquelle nous sommes en train d'installer notre jeunesse. Et nous sommes globalement en train de nous installer. Il y a un vrai enjeu de politique sanitaire pour notre pays. Et puis moi, je crois qu'il y a aussi un sujet de cohésion sociale. On voit bien les événements qu'il y a eu au début de l'été en France. Et on a besoin de recréer des espaces de vivre ensemble où on crée du commun, on fait nation. Et je pense que le sport a une place importante, que l'activité physique et sportive a une place importante à prendre dans cette nécessité de se redonner des grands projets collectifs, et notamment auprès de notre jeunesse. Quand on a dit tout ça, on s'aperçoit une chose quand même, c'est que le lieu qui est, à mon avis, ciblé comme étant le lieu essentiel où tout cela doit se passer, c'est l'école. Voilà. C'est à l'école. Parce qu'à l'école, on va gommer les problèmes d'inégalité sociale. On va gommer les problèmes qui font que quand on est en dehors de l'école, c'est plus compliqué pour certaines catégories sociales, ou quand on a certains handicaps, pour accéder effectivement à ces pratiques-là. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on fait un diagnostic, on a besoin de bouger plus, on a besoin de faire du sport, on a besoin de se dépenser, d'avoir une activité physique, et c'est l'école qui est choisie comme le lieu par lequel donc, on doit réduire au maximum les inégalités, et on doit créer du commun, et on doit anticiper les problèmes sanitaires dans les années qui viennent. Alors après, les dispositifs dont on vient de parler, les 30 minutes d'APQ, les 2 heures de sport supplémentaires au collège, qu'on soit bien clair, hein, on ne va pas mettre en place ces dispositifs qui vont se substituer à l'éducation physique et sportive. Ça ne peut venir qu'en supplément. Et nous, on considère, vu l'urgence sanitaire dans laquelle nous sommes et vu les problèmes de cohésion que nous avons, qu'il faut bien évidemment donc, rajouter ça, mais qu'il faut conforter le PS, voire même qu'il faut aller encore plus loin en termes d'éducation physique et sportive dans nos établissements scolaires. Raison pour laquelle, d'ailleurs, dans notre rapport, alors il est assez ambitieux, hein, nous, on ne se met pas de limite, hein, soyons très ambitieux, et puis on verra les politiques publiques dans les années qui viennent qu'on pourra essayer de pousser et les dispositifs qu'on pourra essayer d'améliorer. Mais on est pour effectivement 4 heures de PS au primaire, on l'a indiqué dans une des recommandations de notre rapport. Nous sommes également pour qu'on ait 4 heures de PS au collège, au-delà de la 6e, en 5e, en 4e, en 3e. Donc ça rejoint effectivement ce que le COJOP aussi peut préconiser au-delà des 30 minutes d'APQ et des 2 heures supplémentaires au collège d'activité physique. Donc, on ne baisse pas la garde sur nos ambitions en termes d'éducation physique et sportive. Le reste doit se rajouter et on veut ainsi, bien évidemment, passer la vitesse supérieure, aller plus haut, plus fort, plus loin en termes de pratiques sportives. Donc, je crois qu'encore une fois, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les Jeux olympiques et paralympiques nous permettent d'accélérer les choses. Donc, on a un diagnostic partagé en termes de nécessité de recourir à des politiques très ambitieuses parce que sinon, il y a un risque sanitaire important pour notre jeunesse, de lutter contre la sédentarité, contre l'obésité, contre les maladies chroniques, vous connaissez ça par cœur. Il y a besoin de recréer du commun, de la cohésion, notamment auprès de notre jeunesse, et ça passe par ce que peut le sport. Voilà. Merci. Merci. Et puis l'école, encore une fois, tout passe par l'école. Et donc par vous. Merci Stéphane Mazard. Alors, je me tourne vers 2 de nos invités qui n'ont pas encore parlé. Donc, Ayodele Ikwesane et Hugo Ponté. Peut-être une première réaction à la fois à ce que vient de dire Stéphane Mazard, mais à ce premier tour d'horizon et des discussions sur un certain nombre de choses. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je voulais réagir sur plusieurs choses. Je pense que le vrai sujet, c'est le sujet de la place du sport en France et de comment est-ce qu'il est considéré. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Où on a beaucoup attendu des jeux pour créer une dynamique et les jeux ne créent pas une dynamique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve un peu avec les mêmes questionnements qu'il y a quelques années où on se pose la question des moyens qu'on va donner au sport et j'ai entendu effectivement tous les sujets sur la prévention, sur
pardon, sur les sujets d'obésité, sur le fait de bouger, sur les impacts du numérique et des écrans sur la santé. Mais ça, c'est un discours qu'on entend depuis très longtemps, et c'est pour ça que je voulais rebondir aussi à ce que tu disais, Benoît, sur le fait qu'on met tout sur le sport de haut niveau. C'est pas vrai, on a encore des sujets, on a des sportifs qui font des cagnottes pour aller aux Jeux Olympiques, on a des sportifs qui travaillent à temps plein pour aller aux Jeux. Quand on sort de maternité, on n'est pas accompagné, et donc du coup, je pense qu'il faut vraiment faire attention à pas être dans l'opposition à la fois du sport de performance, du sport pour tous et du sport santé. Mais globalement, je pense que ça questionne un peu comment est-ce qu'on perçoit le sport. On le perçoit un peu comme quelque chose qui va créer du lien, mais on le valorise pas. On le valorise pas dans la société de tous les jours. On va pas valoriser le parcours d'un sportif ni dans une entreprise. Et donc, je pense que c'est aussi ces questions-là et comment est-ce qu'on les adresse. Alors, bien sûr, derrière, on va avoir ce constat qui est assez alarmant, qui est partagé par les profs de PS, à savoir que c'est compliqué voilà, les moyens sont quand même réduits, que le métier est dégradé, mais quelque part, je pense qu'il y a aussi cette réflexion de comment est-ce qu'on parle du sport aussi dans ce pays, quels sont les moyens qu'on donne, et comment est-ce que aussi on peut parler d'une voix, c'est-à-dire sans être dans l'opposition entre le sport de performance, le sport pour tous, le sport santé. Moi, je suis moi-même élue à la santé, et mon objectif, c'est de faire des passerelles entre justement le sport chez tout le monde, parce que l'enjeu, c'est vraiment que tout le monde bouge. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'interroge aujourd'hui sur comment est-ce qu'on crée cette histoire un peu commune et comment est-ce qu'on le porte. Parce que les JO vont se passer et il y aura un après-JO. Et si on n'adresse pas ces questions-là et si on ne fait pas en sorte aussi d'être un poids politique aussi, on se retrouvera avec les mêmes questionnements, avec des moyens en moins, en fait, après les JO. Parce qu'en réalité, là, il y a des efforts budgétaires qui sont faits parce qu'on va avoir les JO et c'est normal. Mais il faut déjà se poser la question de l'après-JO. Qu'est-ce qui va rester après les JO? Si on n'arrive toujours pas à vendre le sport, aujourd'hui, on est quand même à moins d'un an des Jeux. Je pense que c'est ça qui est plus compliqué. Et par rapport à l'histoire anglaise, en tout cas du sport britannique, je suis pas tout à fait d'accord que le sport de haut niveau déshérite ou en tout cas enlève des moyens au sport à l'école. Je pense qu'aujourd'hui, déjà, on a du mal à mettre des moyens tout court dans le sport. On considère que ça coûte de l'argent, que ça coûte trop cher. J'entends effectivement tous les sujets de ça rapporte, enfin ça permet d'économiser, mais ça aujourd'hui c'est pas un discours qui vend, qui est vendeur. Donc il y a aussi la manière dont on va parler du sport, comment est-ce qu'on va le vendre, au-delà de dire on va faire des économies, mais qu'est-ce qu'on peut aussi mettre en avant en termes de voilà, on l'a dit, de cohésion sociale, d'impact territorial, de faire bouger les gens et donc aussi de faire en sorte qu'on ait des jeunes qui soient moins isolés chez eux. On parle aussi de sujets d'harcèlement, de mieux se connaître. Je pense que c'est aussi d'en parler de manière positive et moins de dire que ça va nous permettre d'économiser, ça va nous permettre de prévenir des formes de maladies, parce que je pense qu'en France, en tout cas, on a du mal à entendre ce type de discours et ça ne déclenche pas en tout cas de réaction ou enfin en tout cas pas suffisamment. Hugo Pontet, donc toi tu es membre du COPER, on reviendra tout à l'heure sur la création du COPER, ce qu'il est, etc. Mais peut-être que tu as une réaction à ces premières prises de parole, ces premières prises de parole. Bonsoir. C'est la réaction, c'est que moi j'entends les dispositifs qui peuvent être proposés, mais il y a, je pense, un beau modèle qui est l'éducation physique en France, et il y a des liens avec le sport historique. Et effectivement, alors j'étais prof de PS en Seine-Saint-Denis en 2014-2015 au moment du dossier de candidature, ensuite à l'attribution, et effectivement on voit les choses se dégrader dans les programmes, on voit les choses se dégrader, donc ça a été dit au niveau de l'enquête. Et en fait, c'est cet aspect structurel qui vient donner une mauvaise image de ce qui est proposé par le gouvernement. Et effectivement, sur le sport, il y a une responsabilité qui est renvoyée à chacun. Et c'est plus justement une organisation des collectivités, des établissements ou de l'État. C'est chacun qui doit se débrouiller avec cette histoire de bouger. Alors qu'en fait, c'est plutôt l'idée de créer des habitudes et que ça, effectivement, ça se construit à l'école avec des vrais apprentissages. Donc nous, c'est ça qu'on veut défendre. Donc si je dis juste un mot pour le collectif aussi par rapport à l'héritage, et l'héritage, il se construit justement collectivement avec les élus des collectivités, avec les parents, avec le monde du sport. Et donc c'est pour ça que nous on a le collectif, il s'appelle le COPER, ce qui veut être permanent, collectif permanent de Seine-Saint-Denis, mais les autres départements où l'ensemble du territoire peut aussi s'en inspirer, pour justement construire et garder ce qui est quand même un modèle mondial
que le statut de prof de PS et la structure éducation physique et modèle sportif en France. Il faut pas le laisser se dégrader, quoi. Donc nous, le collectif, il sert à ça aussi. Voilà. Bon, nous avons quand même un paradoxe, parce qu'il semble que les politiques, les médias sont attentifs à la question de l'EPS à l'école, du sport à l'école. Et on constate pour l'instant qu'a priori, il n'y aurait pas d'effet direct. Bon, alors, Marine Barsac, je me tourne vers votre groupe, qui, vous, êtes plein d'ambition, une dimension positive, et encore sur l'idée de dire, mais est-ce qu'on va réussir à faire changer les lignes? Est-ce qu'on va réussir, finalement, avec ces Jeux Olympiques, pendant, après, à faire en sorte que, comme vient de l'indiquer Ayodele, il n'y ait pas une mise en concurrence du sport de haut niveau avec l'éducation physique et sportive, avec le sport scolaire, mais qu'il y ait un réel élan qui soit lancé dans la société pour la démocratisation du sport pour tous et toutes et bien entendu pour les plus éloignés de la pratique sportive. Écoutez, en tout cas, l'objectif qu'on s'est donné, nous, c'est de montrer du sport, de donner à voir le sport évidemment dans toutes les écoles, dans tous les établissements scolaires et dans la vie en général. Nous, on se dit que cette occasion d'avoir les Jeux, c'est quand même l'occasion unique de donner envie de faire du sport en montrant le meilleur du sport. Et c'est vrai que nos programmes, par exemple cette année, on va avoir pas mal de programmes de soutien aux athlètes de l'équipe de France olympique et paralympique qui vont être proposés du coup aux enseignants pour les relayer auprès de leurs élèves, pour que on fasse aussi nation autour des Jeux, autour de notre équipe de France olympique et paralympique, et qu'il y ait une ferveur populaire derrière l'équipe de France olympique et paralympique. Mais quand on fait connaître les athlètes, on fait connaître aussi leur sport. Et donc, je reviens sur un propos que vous citiez tout à l'heure. Moi, je trouve ça effectivement très dommage. Normalement, la semaine olympique et paralympique, son premier objectif, c'est de faire plus de sport pendant la semaine. C'est le premier objectif de cette semaine-là. C'est comme ça qu'on l'a vendu à l'époque, en 2017, à l'Éducation nationale. Donc, il faut conserver ça. Et quand on dit qu'on veut susciter de la ferveur des enfants, de la jeunesse derrière l'équipe de France olympique et paralympique, on veut aussi qu'ils s'essayent au sport olympique et paralympique. Et là, les enseignants d'EPS ont un rôle évidemment très fort à jouer, soit au sein du temps d'EPS, soit avec le sport scolaire. L'UNSS, l'UCEP, la FFSU ont un rôle majeur. On se voit régulièrement, on a des comités de pilotage ensemble, c'est un objectif depuis quelques années, mais cette année c'est encore plus fort et ça nous semble vraiment essentiel. Je vais vous donner un autre exemple de mesure que l'on pousse, je ne sais pas si vous la connaissez bien celle-ci, on espère y arriver, c'est arriver à ce que à l'Éducation nationale, dans le cycle, je suis moins experte que vous, 5e, 3e, il y a l'obligation d'avoir un cycle de parasport pour que les élèves, donc toutes les générations, aient au moins une sensibilisation pendant 6 semaines, à peu près, à un parasport, en apprenant ce parasport. Et là, évidemment, c'est en EPS, mais pour travailler aussi sur le sujet de l'inclusion, pas seulement autour de la discipline, mais ce que vous faites très bien, les enseignants d'EPS, parce que vous faites plus que pratiquer du sport, vous avez vraiment tout un enseignement derrière. Ça nous semble un héritage fort, et c'est un exemple de sujet qu'on veut laisser en héritage pour que les Jeux laissent une trace durable à notre pays. Là, on veut changer le regard sur les handicaps des élèves, et on pense que le sport, c'est le meilleur moyen pour le faire, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas fait la démonstration qu'il y a un autre outil que le sport pour le faire en France. Typiquement sur ce sujet de l'inclusion, où on a énormément de retard. Et on a vu que les Jeux de Londres avaient justement, eux, réussi ce pari, grâce aux Jeux, grâce au sport, de faire bouger les lignes et de changer le regard sur les handicaps. Donc, les projets qu'on va avoir cette année avec l'Éducation nationale, et on espère avec le concours des enseignants d'EPS, c'est vraiment de montrer le meilleur du sport. Et notre pari, c'est d'utiliser les enfants, comme on l'a fait sur l'environnement, comme du coup des ambassadeurs auprès de leurs parents. Et on a la chance aussi d'avoir des athlètes très mobilisés depuis toujours pour ce qu'ils vont bénévolement dans les écoles. Alors particulièrement pendant la semaine olympique et paralympique, c'est toujours autour de 200 athlètes qui vont à la rencontre des enfants pour parler de leur vie de sportif, pour les éveiller sur leur vie de sportif de haut niveau, mais aussi pour pratiquer du sport avec eux. Ça, c'est aussi très important. Merci. Alors, Hugo Pontet, toi, tu étais en responsabilité syndicale pendant longtemps dans l'Académie de Créteil et tu fais partie donc de ce collectif-là, le COPER, que tu viens d'un peu présenter, hein, qui réunit à la fois des enseignants, des responsables de la vie associative, des personnes qui sont impliquées dans le mouvement sportif, des élus politiques, pour essayer de créer un mouvement permanent de défense et de promotion du sport scolaire et de l'éducation physique et sportive. Et donc, on voit là qu'il y a une mobilisation qui s'organise. Hein. Tu nous diras aussi qu'il y a une pétition qui vient d'être lancée avec un appel à signature.
pour vous, globalement, question héritage, le compte n'y est pas pour l'instant. Alors, non, le compte n'y est pas, mais c'est marrant cette question parce que le compte, dès le départ, n'allait pas y être. Enfin, voilà, on savait que les Jeux ne rattraperaient pas. Alors, si on parle de la Seine-Saint-Denis, sur l'ensemble du territoire, je me prononcerai pas, mais la Seine-Saint-Denis est le dernier département de France en matière d'équipement sportif et les équipes, et nous, on a lancé donc une pétition où on demande un grand plan d'investissement et c'est pas à hauteur du budget des JO, donc pour 8 milliards, 6 milliards de jeux de budget JO global, on veut 6, 8 milliards de budget pour la Seine-Saint-Denis, pour le PS et le sport. Et c'est peut-être possible, c'est possible que ça ne suffise pas pour rattraper. Donc, s'il faut être à la hauteur, voilà, dès le départ, c'était pas possible. Ou alors, il faut, et c'est pas le Paris 2024 de le faire, c'est effectivement à l'État d'engager un grand plan de construction et de rénovation. Donc ça, c'est sur la pétition, c'est ça les deux axes forts et qui ont réuni du coup des profs de PS militants, mais aussi en premier presque des élus locaux et des sportifs qui tous les jours sont en difficulté. Donc c'est voilà, la campagne qu'on veut mener, c'est ça. Et alors, sur le côté éducation physique, on pourrait s'appuyer sur ce qui vient d'être dit sur l'inclusion. C'est qu'en fait, il y a toujours cette idée non, je reviendrai sur l'inclusion peut-être après, mais que d'abord, donnons les moyens de faire respecter la loi, c'est-à-dire les conditions de pratique normales d'un service public d'éducation physique ou de sport, c'est-à-dire accéder à un équipement sportif et pratiquer dans un cadre sécurisé, avec un entraîneur, un prof. Et donc ça, c'est dans la loi pour l'éducation physique. Les collectivités doivent fournir des équipements pour permettre l'horaire obligatoire. Aujourd'hui, c'est pas respecté. Donc si on veut respecter cet horaire, il y a nécessité. Donc nous, c'est ça qu'on va porter toute l'année là, donc avec une pétition. Mais on fête déjà cette semaine, avant-hier, les villes de l'agglomération autour de Montreuil, Bagnolet, etc., ce qui s'appelle Est Ensemble autour de Paris, a voté un vœu en conseil de territoire, justement défendant le plan d'investissement. Et le deuxième axe, c'est aussi le bouclier tarifaire énergétique, parce que l'année dernière, on a vu l'hiver dernier des collectivités qui avaient des décisions modificatives budgétaires de 500 000, 1 million, 2 millions d'euros, et c'est de l'argent qui ne va pas au sport, parce que le sport passe toujours en dernier. Donc et des subventions en moins, etc. Donc voilà, c'est la dynamique, elle est là. On sait que et elle s'est construite aussi sur la base un peu quand même d'une déception. C'est que en 2021, puis 2022, quand on a fait nos séminaires à l'Assemblée nationale avec les présidents du STAPS, le président du département, des députés, etc. Enfin, c'est des personnes qui comptent dans le département. Dit mais en fait, on voit pas venir cet élan. On voit pas venir cet impact positif. On voit de l'emploi, on voit un village olympique, 3/4 de privé. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent public qui est donné. C'était ce chiffre, 1 milliard d'argent public, 80% pour la Seine-Saint-Denis, 1 milliard pour le 93. Mais combien pour le sport? On est même pas à 500 millions. Il y a des choses. Mais effectivement, le compte n'y est pas du tout. Et donc, on compte profiter de cette fenêtre médiatique pour porter avec les élus, donc le monde du sport. On sollicitera aussi les athlètes. On a déjà sollicité les clubs, justement, pour profiter de cet élan, a priori pour le sport, pour demander encore plus et jusqu'au JO, mais après aussi, quoi. Merci Hugo. Alors, on va partager à nos auditeurs la pétition que vous avez lancée donc à la fois dans le chat et sur Internet. Alors, Ayodele, je voulais revenir quand même sur cette question de la place du sport de haut niveau. On a une remarque de Eric Quintin dans le chat là qui pointe un sujet compliqué quand même sur la question des médailles, la volonté d'avoir des médailles et donc des financements qui parfois sont aiguillés pour être médaillables et de l'abandon de certains sportifs et sportives qui sont moins médaillables ou d'une diversité de pratiques dans certaines fédérations qui potentiellement ne représentent pas de médailles possibles ou ne sont pas aux Jeux Olympiques et donc qui sont un peu abandonnés dans les fédérations. Alors, toi en tant que sportif de niveau et aussi élu politique du 18e, comment tu perçois un peu cette politique sportive là, plutôt côté, on va dire, haute performance, haut niveau, émergence finalement d'un haut niveau en France?
Je pense que c'est tout le sujet de comment est-ce qu'on raconte aussi le parcours des sportifs. C'est vrai qu'on a tendance à parler que des médailles, mais là on dit qu'on privilégie le sport de haute performance, mais en réalité il y a très peu de médaillés. Il y a un champion olympique par épreuve, donc ça veut dire aussi que tous les autres qui vont faire deuxième, troisième ou qui ne feront pas de médaille, on ne connaîtra pas leur nom, ne connaîtra pas leur histoire et on les accompagnera pas suffisamment. C'est ça aussi aujourd'hui le problème. Je pense que c'est aussi de réinterroger comment est-ce qu'on raconte cette histoire, comment est-ce qu'on accompagne les athlètes. Et nous, on avait à une époque au sein de la commission des athlètes du comité olympique, on était un peu intervenu par rapport aux propos d'Onesta qui parlait vraiment du potentiel médaillable. Et en fait, on n'était que des potentiels médaillables ou pas. Et ça, c'est aussi une violence que nous, les sportifs, on vit. C'est-à-dire comment est-ce que on va définir qu'un tel, on peut l'aider et qu'un tel doit continuer à travailler alors qu'on va se retrouver dans la même équipe de France 6 mois plus tard. C'est un vrai sujet, comme on peut aussi le voir là dans l'équipe de France d'athlétisme où donc on a eu une médaille cet été et on en avait un des athlètes de ce relais 4x100 qui l'année dernière était déménageur à mi-temps. Moi-même, quand on fait médaillée européenne, je travaille à temps plein. Donc c'est aussi ça. C'est pour ça que je disais de faire attention à ne pas opposer un peu le sport dans sa globalité, parce qu'on aussi nous en tant que sportifs, on peut aussi rencontrer des difficultés dont le grand public n'a pas connaissance. Donc pareil, c'est-à-dire de se dire comment est-ce que l'argent est réparti, qui en est bénéficiaire, et aussi comment est-ce qu'on engage un peu plus tout le monde. On a parlé de transversalité. Moi, je pense que on pourrait faire encore beaucoup plus sur le lien entre le sport, la culture, l'art. Et souvent, quand on parle des Jeux Olympiques, j'avais eu cette discussion avec une personne qui m'a dit bon, moi, le sport, qu'est-ce qu'on m'a dit, sport spectacle, ça m'intéresse pas. Et je me suis un peu fait la réflexion de ça pose aucun souci, par exemple, d'aller voir une pièce de théâtre et de soutenir les comédiens. Ça pose pas de difficulté d'aller voir un concert et de soutenir les musiciens. Ça pose un problème de soutenir les sportifs. Et donc, je pense que c'est ça aussi, c'est un des sujets. Comment est-ce qu'on adresse le sport, le sportif, ça, c'est un métier. Et comment est-ce qu'on lui donne les moyens? Comment est-ce qu'on fait aussi? Parce qu'on en parle très peu, mais il y a un vrai sujet de la reconversion. Il y a aussi beaucoup de sportifs qui se consacrent à 100% au sport et qui se retrouvent après dans des situations très compliquées. Donc il y a des sujets. On a porté avec la CAN, la commission des athlètes du comité olympique, justement un article pour qu'on ait des droits, c'est-à-dire qu'on ait une commission d'athlètes qui soit créée dans les fédérations délégataires, justement pour pouvoir partager aussi les réalités de nos quotidiens, parce qu'on les entend pas, parce que médiatiquement on va plus parler des médailles, et c'est important aussi de se dire que en fait ça ne pénalise pas seulement le sport pour tous, ça pénalise aussi les sportifs dont on n'entend pas parler et qui vont faire aussi qui vont constituer cette équipe de France qui va partir aux Jeux Olympiques et qui vont permettre aux autres de faire une médaille. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que dans une délégation, tout le monde ne pourra pas faire une médaille. Par contre, ceux qui sont là aussi qualifiés, qui vont soutenir les autres, ce moment de partage, ceux qui vont être là en soutien pour éviter que certains craquent. Et d'ailleurs, il y a un film, un court-métrage qui sort sur Antoine Dupont aussi, et cette histoire de potes dans le rugby, de montrer comment est-ce qu'ils ont pu en fait accéder au haut niveau parce qu'ils étaient plusieurs en venant de chez eux là dans leur coin là-bas. Je me souviens plus exactement, mais ne m'en voulez pas. Dans le Gers, exactement, le Gers. Voilà, j'aime tout le monde. Non, mais voilà, c'est important de raconter cette histoire-là parce que son parcours montre à quel point c'est un joueur extraordinaire, mais que c'est un joueur qui n'a jamais été tout seul. Et quand on parle que de l'athlète qui est médaillable, on oublie que derrière les athlètes s'entraînent en groupe, s'entraînent avec des gens, et donc ça pénalise aussi, on va dire, tout l'ensemble. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi une nécessité de raconter autrement l'histoire du sport, en tout cas, de raconter aussi autrement le récit du sportif de haut niveau qui passe un peu pour un super-héros et qui n'a pas de faille dans sa vie et ça va très bien, alors qu'en fait, on sait très bien que certains sont dans des états très difficiles. Et justement, parler du sport de manière globale, parce que moi, pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir un prof de sport à l'école primaire. Du coup, c'est Monsieur Rose, donc je le salue, Dominique Rose. Et donc, c'était hyper chouette parce que du coup, j'avais pas ce sujet et moi, je pensais que c'était. J'ai longtemps cru que c'était partout pareil. Et en fait, non. Et donc, moi, j'avais un prof. Il n'aime pas dans toutes les écoles. Moi, il était scolarisé à Paris. À Paris. Et j'avais donc un prof de sport tous les jours de la semaine à l'école.
Super. Donc on a fait plein d'activités et derrière j'étais en club et du coup ce lien avec le sport il était hyper naturel. Je dis pas que dans mon école primaire beaucoup ont fait du sport de haut niveau, mais en tout cas moi ça m'a permis de commencer le sport là et donc voilà, je pense que il faut raconter cette histoire. Il faut aussi remercier toutes les personnes qui contribuent aussi au parcours des sportifs de haut niveau, que ce soit le club, que ce soit les bénévoles, que ce soit les profs de sport aussi et valoriser. Parce qu'on est quand même dans un domaine où c'est beaucoup de passionnés, c'est des gens qui donnent du temps, c'est des gens qui donnent du temps de leur personne pour accompagner des parcours, pour faire grandir des enfants, pour les faire voyager. Moi, j'ai découvert la France grâce au sport parce qu'on partait en compétition par-ci par-là. Donc, je pense que c'est tout ça qu'il faut, voilà, sur lesquels il faut travailler. On entend la passion quand tu racontes. Alors, Stéphane Mazard, avec autant de passion. Dans le rapport, vous avez fait aussi des recommandations sur la question du sport, pas que sur la question de l'EPS, là, au sens du sport dans la société. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces grandes recommandations que vous pouvez faire? On pourrait partager, nous d'ailleurs, avec nos auditeurs, on a fait une note de synthèse du rapport avec les 9 recommandations sur la question de l'éducation physique, sportive et du sport, qui nous semblaient significatives dans votre rapport. Stéphane Mazard, la parole est à vous. Oui, merci. Peut-être. Alors, l'Aveyron, c'est pas loin du Gers. Je sais que c'est pas loin. Mais... Si je prends par exemple un département comme le mien, un département rural, où 90% des communes sont classées en ZRR, c'est zone de revitalisation rurale. J'ai bon nombre de communes, moi, avec des associations sportives, qui en ont profité pour s'emparer, par exemple, du dispositif 5000 terrains de jeu, pour donc créer des infrastructures sportives de proximité. Et ça a été plutôt bien vu. À chaque fois, ça a été sur la place du village, à proximité de l'école. Et on a associé effectivement l'équipement sportif qui sert à l'association du village, mais qui va servir aussi aux enfants de l'école pour la pratique sportive. Ça fait partie, pour le coup, de l'héritage, de l'impact, vous l'appelez comme vous voulez, mais des conséquences des politiques publiques qui ont été mises en place et des moyens quand même assez importants qui sont mis en place depuis quelques années. Dans notre rapport, nous, on demande à ce que ce crédit, qui n'est pas neutre, je crois que c'est 500 millions d'euros sur la loi de finances 2023, ça devrait être reconduit et on espère majoré en 2024, on espère effectivement le pérenniser dans le temps, l'inscrire dans le temps. Et donc ça peut servir dans des territoires qui peuvent être, parce que ça a été dit tout à l'heure, en difficulté d'accès aux équipements sportifs, un moyen donc de faciliter les pratiques. Un autre dispositif qui a été mis en place et qu'on a aussi évalué dans le cadre de nos travaux avec Stéphane Peu, c'est celui du passeport, qui a permis donc à un bon nombre de familles éligibles, notamment à la prime de rentrée scolaire, de pouvoir financer donc une partie de la licence dans un club sportif. Donc ça a été pour les familles donc un effet très bénéfique. Et en septembre, moi j'ai fait le tour de mes associations sportives. C'est encore une aide qui est fortement mobilisée parce que ça y est, maintenant elle est connue de toutes les familles. Et dans la période que nous connaissons de forte inflation, c'est très appréciable. Ça aussi, nous souhaitons que ce soit pérennisé, inscrit dans le temps, qu'il y ait un après-JO également pour l'aide au financement des licences. Et pour faire le lien donc avec notre sujet, nous on souhaite donner une place encore plus importante à l'UNSS, à l'UCEP, et on a préconisé également dans notre rapport qu'on puisse faire bénéficier d'une prise de licence à l'UNSS, par exemple, du passeport, avec notamment aussi des pistes de travail à faire sur la connexion entre les fédérations de sport à l'école, l'UNSS, l'UCEP et également donc des fédérations sportives à l'extérieur donc de l'école. Voilà, créer des ponts avec le passeport qui permet effectivement d'avoir un financement des licences. Et on dit même, pourquoi pas porter une expérimentation de la fameuse licence unique qui permettrait avec une licence, pourquoi pas UNSS, d'avoir accès à un club à l'extérieur de l'établissement scolaire. Donc voilà, donc, en termes encore une fois d'héritage et d'impact, il y a beaucoup de politiques publiques qui ont été menées. Il y a certains dispositifs qui aujourd'hui sont très concrets et présentent un intérêt important pour les territoires.
ou pour les populations. Et nous espérons les pérenniser dans le temps et créer des connexions, encore une fois, entre des dispositifs qui ne sont pas forcément dans le giron du sport scolaire de prime abord, mais qui peuvent le devenir si, parce que ça a été dit tout à l'heure, on met autour de la table tous les acteurs, les élus, les responsables associatifs, les responsables scolaires, les profs de PS, etc. Merci. Alors, peut-être un peu à tous les invités, hein, puisque l'on va aller vers la fin de l'émission. Les 2-3 par recommandation, ça dépend des personnes, mais en tout cas, qu'est-ce que vous proposeriez pour valoriser le sport à l'école? Alors, Benoît Hubert, je me tourne en premier lieu vers toi, en tant que secrétaire général. Le SNEP, qu'est-ce qu'il proposerait comme 2-3 mesures à mettre en place tout de suite, dès demain, en espérant que le gouvernement nous écoute dès ce soir pour les mettre en place et qu'il puisse acter très rapidement notre transformation. Oui, mais avant de commencer, je voudrais rassurer Yodel. Je suis d'accord avec le discours que tu tiens. Moi, ce que j'interrogeais, c'est le fléchage dans les budgets des sports et les différents BOP, quoi, si tu veux. Il y a un gros fléchage sur le très haut niveau et ça n'enlève rien aux difficultés qui sont inadmissibles des athlètes de haut niveau qui sont obligés de travailler, faire des cagnottes pour pouvoir s'entraîner. Ça n'enlève rien et la part qui est donnée à ce que j'appelle le sport pour tous. Avec une problématique, je vois que le sport pour tous, il est minoré un peu dans ce budget global. Et comme on vient de parler du passeport, j'ai bien vu que dans le PLF 2024, par exemple, le passeport baissait. Le budget du passeport baisse. Donc c'est un signe que il n'y a pas de prise en charge effective et sérieuse de la question du sport, que j'appelle du sport pour tous. Donc je voulais avoir. Et puis une dernière remarque, l'inclusion chez nous, c'est un sujet super douloureux. Super douloureux parce que les profs le vivent très très mal. Quand ils ont un élève porteur de handicap dans une classe à 30, 35, c'est ingérable. C'est ingérable et ils le vivent très très mal. Je veux juste le signaler parce que effectivement, il faut qu'on réfléchisse sur le truc, mais c'est quelque chose qui... Je reviens à ta question, comme d'habitude. 3 ou 4? Allez, 4. Allez, 4. Pour nous... On n'est pas à ça. Non, si on veut répondre aux problématiques et aux enjeux sociétaux qui sont les nôtres, qui sont devant nous, en dehors de l'obligation scolaire, je pense qu'on n'arrivera pas à augmenter la pratique physique des jeunes en dehors d'une acculturation profonde de la pratique physique sportive et artistique. Et donc, on porte la question des 4 heures de PS sur l'ensemble de la scolarité pour justement permettre cette acculturation et développer une appétence qui pourrait leur permettre d'aller vers les clubs, vers les fédérations. Première donc. Ce qu'on souhaite aussi, ce qu'on aimerait, c'est à l'avenir avoir des classes moins chargées, ce qui veut dire moins de suppression de postes, parce que c'est le corollaire. Parce que des classes à 35, 36, on donne pas le goût du sport aux élèves. C'est difficile, c'est pas possible. À un moment donné, ça ne colle pas, et surtout avec les installations dont on dispose. Donc, conditions matérielles améliorées, ça fait 3. Ça fait 3. Mais je pense que déjà, si on a ces 3-là, on sera pas mal. Je rajouterais quand même, si on veut vraiment que les jeunes perçoivent l'importance du sport, comme on est à l'école et dans le système français, ce sont quand même les diplômes et les certifications qui sont au cœur de cette reconnaissance disciplinaire ou de cette reconnaissance tout court dans le système éducatif français. Malheureusement, ça marche comme ça. Donc, revoir les certifications DNB Bac en priorité. Merci. Alors, des réactions, peut-être avant de... J'en ai d'autres. Hein, Oui, on pourra revenir. Des réactions peut-être un peu entre vous. Et puis ensuite, je me tournerai vers toi, Dominique, pour une question un peu plus compliquée sur quel type de processus... Quel type de processus on pourrait engager pour essayer de construire cet impact, cet héritage? Essayer, nous, voilà, donc en termes d'analyse. Peut-être alors réaction, moi je crois que le DNB, si c'était une épreuve, les parents regarderaient le PS complètement différemment. Enfin pour moi c'est clé. Je crois qu'on voit tous des parents, ils sont focalisés sur les notes, c'est un truc de fou. Si on pouvait enfin intégrer du coup une note aussi importante pour le PS que les autres notes, je crois que ça changerait vraiment beaucoup les choses. Donc ça pour nous c'est vraiment super important. Et pour le coup ce sont des mesures qui coûtent pas cher parce que c'est gratuit. Mais oui, mais je vous assure qu'on l'a comme doubler le coefficient au bac en EPS, ça impacte pas le budget. C'est voilà. ça. Et alors, je voulais revenir aussi sur les heures de PS effectives en primaire. Enfin, croyez bien que quand on a proposé les 30 minutes d'activité physique quotidienne, juste parce que j'ai l'occasion de le dire, alors je le dis, parce que j'ai jamais eu l'occasion d'expliquer comment est venue cette idée dans son ensemble. En fait, pour nous, ces 30 minutes, c'est le premier
palier en fait pour maîtriser un minimum les habilités motrices et pour savoir bouger avec son corps, c'est vrai, on utilise le terme bouger, pour ensuite prendre du plaisir quand on fait de l'EPS et encore mieux du sport en club ou sport scolaire. C'est ça pour nous qui est essentiel. Parce qu'aujourd'hui, les enfants arrivent en sixième, on a écouté plein de professeurs d'EPS justement qui nous ont dit que les enfants ne maîtrisaient pas le saut à la corde, le cloche-pied et d'autres habilités de base. Et donc du coup, la complémentarité avec l'EPS, croyez bien qu'on y croit énormément. Donc moi, le deuxième vœu, c'est vraiment les 3 heures effectives. C'est essentiel, ça nous semble vraiment indispensable et c'est totalement complémentaire avec les 30 minutes d'APQ. Et ne croyez surtout pas que on se réjouisse des situations où l'EPS est remplacé par les 30 minutes d'APQ, c'est complètement contre-productif et ça va à l'encontre du bon équilibre en fait de ce dispositif parce que pour être un élève accompli, eh bien il faut faire les deux indispensables. Et puis je voulais aussi vous dire parce qu'on n'en a pas parlé ce soir, mais il y a un dispositif qui nous tient beaucoup à cœur à Paris 2024 et qu'on a initié, c'est 1, 2, 3 nager. C'est un dispositif d'apprentissage de la natation gratuit l'été pour des enfants qui n'ont pas la chance de partir en vacances. On l'a beaucoup développé en Seine-Saint-Denis. Hugo, tu connais peut-être le dispositif. C'est un dispositif là aussi qui vient finalement trouver des solutions dans des quartiers où il n'y a pas suffisamment d'accès à la piscine municipale parce qu'il n'y a pas de piscine municipale ou alors est tellement loin qu'en fait l'enseignant se décourage d'emmener un bus pour passer 1 heure dans les transports. Et donc dans ces territoires-là, on a des chiffres, mais nous qui nous ont complètement alertés. À Duny, par exemple, en Seine-Saint-Denis, c'est 85% des enfants qui à l'entrée en sixième ne savent pas nager. Enfin, quand on entend ça, les bras nous en tombent. Et donc là, on a mis en place, et donc c'est 1 million d'euros qu'on a mobilisé sur nos fonds propres pour pouvoir soit mettre en place des bassins temporaires comme on a fait à Duny ou à Villetaneuse ou à Clichy-sous-Bois, des bassins temporaires pendant l'été, soit ouvrir des piscines parce qu'en Seine-Saint-Denis, faute de moyens, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Il y a des piscines qui sont fermées le matin. Elles ne sont ouvertes que l'après-midi pour la baignade. Et donc là, le matin, on ouvre et on fait de l'apprentissage de la natation. Ça, moi, ma peur, c'est qu'au lendemain de Paris 2024, si on n'est pas là pour mettre l'initiative, la portée, parce qu'on la porte presque de A à Z, elles disparaissent. Or, moi, j'ai quand même l'impression que ça vient compléter dans des territoires particuliers, encore une fois, carencés en équipement, une nécessité, et c'est de l'EPS, en fait, l'apprentissage de la natation, c'est un des savoirs fondamentaux pour vivre bien et profiter de tous les moments de la vie. Donc, voilà, ça, c'est un sujet sur lequel si le SNEP veut pousser aussi, ça serait super. Benoît, je t'interpelle quand même parce que c'est vrai que l'idée qu'une APQ qui construise des habiletés préalables au jeu, forcément, ça fait réagir le SNEP, ça. Est-ce que le SNEP va porter cette idée? Ce que j'entends me déplaît pas plus que ça. Le problème, c'est que c'est dévoyé complètement par le ministère de l'Éducation nationale. Parce que nous, quand ils nous parlent d'APQ, ils nous disent il faut que les gamins se dépensent pour être disponibles pour les apprentissages après. C'est pas du tout le même discours. Non, mais c'est pour ça. Nous, on réagit en fonction de ce que notre ministère nous fait redescendre, ou même quand on les rencontre. Enfin, mais c'est affligeant, ce qu'ils portent comme vision du bouger et du gigotage. Nous, on appelait ça du gigotage, très honnêtement, c'est que ça. Parfois, c'est que ça, malheureusement. Et donc, voilà, pour eux, c'est ça. Mais je leur ai dit à un moment donné, je leur ai demandé s'ils avaient eu des enfants dans leur vie, s'ils les avaient élevés, parce que quand ils font 30 minutes d'activité bien dépensées et tout, ils sont pas en disposition d'avoir des apprentissages sérieux, quoi. Ou il faudrait refaire 30 minutes de sophrologie derrière pour les remettre. Enfin, voilà, non, mais voilà, alors, le discours se transforme et se transpose différemment. Sur ça, les enseignants le diront. Mais c'est vrai que la base, c'était vraiment ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur l'origine. Oui. Après, ils en font ce qu'ils en veulent. Et ce qu'ils en veulent, c'est parfois pas la même chose, quoi. Alors, Monsieur Mazard, merci beaucoup de votre participation à la soirée. Je sais que vous devez nous quitter. On va dire qu'on continue le débat, justement, et on va voir sous quelle forme, dans quelle mesure. Merci en tout cas. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Alors, peut-être, Dominique, je me tourne vers toi maintenant. C'est-à-dire, la question à l'observation un peu des événements sportifs qui produisent un impact ou un héritage sur la société. Quelles seraient les conditions à créer maintenant, puisqu'on est dans les 6 maintenant, pour pouvoir s'assurer d'avoir quelque chose qui se produise sur l'après? Voilà. Est-ce que dans ton observation, tu as pu identifier un certain nombre de points où tu te dis, s'il y a ces éléments-là, on va pouvoir peut-être construire quelque chose dans l'avenir?
Je vais peut-être être optimiste, au moins au début du propos, pour dire qu'on va sûrement avoir de belles images pendant les jeux. On va avoir de la ferveur, on va avoir de l'émotion, on va avoir des projets sociaux de ci, de là et peut-être un peu partout quand même. On aura des médailles, sûrement. Je ne sais pas quel nombre, mais en tout cas, on en aura. Et pour certains, l'essentiel est là. On peut considérer que ça, ce sera une réussite des jeux. Et pour ma part, je connais pas bien de l'intérieur, mais je pense que le COJO et les parties prenantes sont en mesure d'organiser ça convenablement, pour ne pas dire très bien. La France a une longue expérience là-dessus. Et je crois que le piège, évidemment, c'est de s'arrêter là. Alors, on peut considérer que ça, c'est bien déjà, voilà. Mais je pense que le piège, il est là parce qu'au fond, je crains qu'on manque de toucher les populations les plus éloignées de la pratique. Je crois qu'on n'y parviendra pas véritablement. Je pense là qu'il y a de véritables enjeux à s'intéresser aux catégories les plus pauvres, j'emploie volontairement ce terme-là, aux plus précaires, aux plus donc flexibles. Et là, je crains que tous les dispositifs dont on a parlé ne parviennent pas à les atteindre véritablement. On aura des projets locaux qui vont s'intéresser ici donc à des migrants, ici à des SDF, ici à des pauvres vieux ou des vieux pauvres, je sais pas comment il faut dire, etc. Mais on ne sera pas à la hauteur. On ne sera pas à la hauteur des différents enjeux. Et du coup, la première condition, c'est la question des moyens. Comme pour l'Euro 2016, on va cocher toutes les cases. On aura des projets pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes migrants, les SDF, les jeunes, les vieux, les femmes, etc. Ça, il y en aura, et c'est déjà bien. Mais par contre, on ne sera pas à la hauteur. Donc je crois que là, il y a une vraie question qui renvoie à un choix politique. Quand j'entends le gouvernement, donc année après année, dire qu'il faut moins d'impôts, forcément, moins d'impôts, c'est moins de dépenses après, moins de services publics et moins de moyens, par exemple, pour les questions que l'on a là. Donc la première condition, c'est vraiment une condition politique. Je crains qu'il soit trop tard. Alors ce n'est jamais trop tard, mais pour les Jeux de l'an prochain, je crois que c'est un peu tard sur cet aspect. Mais en tout cas, il y a un enjeu politique fort. La deuxième condition, je m'arrêterai là après, peut-être c'est la capacité des acteurs locaux à construire dans les territoires, au plus près des territoires. C'est-à-dire que là, on va avoir dans les quartiers, dans les communes, dans les établissements donc scolaires, etc., des collectifs qui sont capables de s'organiser. Avec le peu de moyens qu'ils auront, ils pourront éventuellement être soutenus par le COJO, par un appel à projet, par une commune, etc. En tout cas, ça, c'est un enjeu. C'est-à-dire qu'au fond, il faut accepter l'idée que ça se passe un peu dans le désordre, et qu'il y ait plein de projets qui s'accumulent, qui se juxtaposent, etc. Si les projets se créent dans des contextes particuliers, ben voilà, c'est déjà bien. Et les Jeux olympiques vont pas résoudre la misère du monde, c'est une certitude, même si le niveau d'attente est trop élevé. Et peut-être que ça va permettre par contre de faire vivre un certain nombre d'expériences à des personnes, des petits groupes. Et ça, c'est pas rien. Voilà, c'est pas rien, c'est pas suffisant, mais je pense que c'est pas rien. En tout cas, c'est ce qu'on a vu sur l'Euro 2016. Merci. Au plus près des territoires, tu disais, en mobilisant des acteurs. Donc là, je me tourne vers Hugo Pontet. J'ai l'impression que c'est exactement ce que tu indiquais dans la construction du COPER. Alors pour vous, en quelques mots, puisqu'on va vers la conclusion, c'est quoi la suite que vous envisagez? Alors, on a déjà commencé. On a lancé en juin dernier donc, ce qu'on a modestement appelé une convention citoyenne. Le micro. Voilà, pardon, oui, je disais, on a lancé en juin dernier une convention citoyenne qui a l'objectif justement d'associer le plus possible les clubs, les communes et les profs de PS, les instits, etc. Et vraiment, voilà, donc c'est cette dynamique. Moi, je me souviens dans l'ouvrage donc sur 2016, la Coupe d'Europe, qui avait la nécessité pour un héritage solide, structurant. Et pas avec des dispositifs, parce que les dispositifs, c'est par définition éphémère, ou en plus, mais en pointillé, la structuration, elle se fait avec les acteurs. Si elle ne se fait pas avec les acteurs, alors on est sur le bilan, effectivement, là, on est sur un héritage qui s'est moyennement construit avec les acteurs. Donc là, la volonté, elle est vraiment d'associer parce que il y a toujours cette volonté en Seine-Saint-Denis, mais dans tous les endroits où les choses se dégradent ou sont dégradées, de construire avec les moyens du bord. Et là, on veut dépasser ça.
on veut pas construire avec les moyens du bord, on veut construire ensemble pour demander plus et être mieux respecté. Juste un mot sur le plan héritage, sur le plan 5000 équipements, il y a 500 équipements dans le deuxième plan qui sont structurants. Donc 4500 qui ne sont pas structurants. Et donc oui, on refait une cour d'école, c'est bien, mais c'est pas ça qui va permettre derrière. Effectivement, il y a eu un exemple du député dans sa circonscription, mais l'idée vraiment de construire localement un lien école hors école, premier, second degré. Et on avait. Voilà, donc on défendra ça sur la pratique féminine. Pareil, il faut structurer sur la pratique du handisport. Il faut pas juste changer le regard, qui est un élément de langage depuis le début. Il faut faire pratiquer effectivement et développer le handisport et l'action handisport. Et donc c'est des choses où vraiment on met en valeur pas juste le spectacle et les dispositifs, mais vraiment plus de pratique. Donc bon, nous on défendra ça. Et avec l'idée, c'est ça que on soit. Alors c'est la phrase que je voulais sortir aussi pour ce soir, que la Seine-Saint-Denis soit le porte-drapeau peut-être des inégalités sportives et sociales du coup pour les JOP 2024. Ouais. Merci Benoît. Peut-être juste un mot assez court sur la campagne EPS 2024. Écoutez, face aux enjeux qu'on a tous et toutes présenter un peu ce soir, nous on a décidé d'une grande campagne pour essayer de promouvoir le PS et le sport scolaire là. Donc on a plusieurs initiatives qui vont, dont celle-ci d'ailleurs. On va avoir des états généraux de l'EPS, on va avoir des initiatives académiques et départementales. J'appuie dessus, mais ça marche pas, j'y peux rien. Après, moi j'entends la question. Ah, il était presque bleu. J'entends le fait de vouloir être au plus près des territoires, et je pense et je le partage. Par contre, de mon point de vue, il manque quand même une impulsion nationale, et à un moment donné, je pense que tous les acteurs, les politiques, enfin tous ceux qui sont concernés par le monde du sport devraient se réunir et faire des états généraux pour construire une ambition nationale et avoir une impulsion réelle pour influer sur les politiques publiques. À un moment donné, je pense parce qu'on a trop tendance à s'opposer les uns les autres, finalement, le PS machin, le sport scolaire là, le sport fédéral là, le sport associatif là. Enfin, on est chacun dans des cases. À un moment donné, il faut qu'on se rassemble tous et qu'on parle tous ensemble et qu'on construise cette ambition nationale pour un sport développé en France, mais sport dans toutes ses dimensions là pour le coup. Merci Benoît. Je t'en prie. Alors, dans la préparation de cette soirée, nous avons fait le choix de ne pas traiter la question notamment de la charte sociale ou de la réflexion sur les grands événements sportifs et écologiques. Nous sommes surtout centrés sur l'impact potentiel des JOP sur le développement de l'éducation physique et sportive et du sport dans un temps court. Cependant, un livre vient d'être publié sur la genèse de la charte sociale établie lors de ces JOP, « Travailleurs, faites vos jeux » de Jean-François Davout et Igor Martinaz chez Arcane 17. Pardon, les deux auteurs reviennent sur la construction de la charte et de l'accord signé avec les organisations syndicales et patronales. Et la charte, sans avoir valeur contraignante, a le mérite de mettre en évidence les multiples formes d'exploitation des travailleurs que sous-tendent les méga événements sportifs comme les JOP, et de soulever la question de son impact social notamment. Ce livre est sans doute un rappel aux politiques que l'espoir secret d'une trêve olympique pour renouer avec la tradition historique des JOP est loin d'être garanti. Il n'est pas sûr que les JOP ne deviennent pas un moment opportun de l'expression des injustices sociales et que l'apolitisme souvent observé dans cette période soit conservé. Nous avons déjà eu un avant-goût d'ailleurs de cette non-apolitisme lorsque, de façon spontanée, le président de la République a été sifflé en ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Il se pourrait qu'à nouveau, le slogan « Pas de retraite, pas de JOP » soit à nouveau au goût du jour. Pour parler autrement d'un événement sportif du moment, la Coupe du Monde du rugby découvrait une série de 4 romans jeunesse, les mômes de l'ASM, avec 4 personnages principaux, Raphaël, Alexis, Alma et Maxime, tous les 4 dans la même classe en Auvergne, dans la ville de Clermont-Ferrand, partagent leur destin mêlé et leur passion pour le rugby. Doute, colère et émotion, les enfants parlent de leur vie au cœur même du jeu du rugby. Le sport n'est pas la toile de fond d'une histoire de jeunesse, mais le nourrit et l'habite. À découvrir ou à faire découvrir en avant-première du prochain match.
Côté pédagogie, les profs d'EPS trouveront de quoi alimenter leur réflexion et analyse dans le contre-pied rugby, en attendant la prochaine soirée de l'EPS. Je profite d'ailleurs de cette chronique pour vous parler de la revue Contre-pied. Avec 10 € à peine, vous pouvez avoir 2 numéros. Chaque numéro vous permet d'avoir des regards philosophiques, politiques, pédagogiques et des propositions pratiques que vous pouvez expérimenter lors de vos prochaines séances. Des articles font résonner le thème dans la société, dans le monde, dans le sport et dans les arts. Interviews de sportifs et de sportives, d'artistes. Ils donnent un peu de respiration à la frénésie de la rentrée et justement le prochain numéro sera sur la natation. Pour continuer un peu sur cette soirée, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, vous pouvez lire la synthèse du rapport parlementaire en 2 pages. Et nous vous partagerons lors du podcast justement le lien, mais vous pouvez le retrouver sur notre site. On a aussi une version un peu plus longue. Nous avons aussi les chiffres clés de l'état des lieux dont Benoît a présenté quelques données et nous vous les partageons aussi sur l'enquête que le STEP FSU a réalisée en cette rentrée 2023. Allez, pour finir, à vos agendas maintenant. Donc le 12 octobre, un titre un peu provocateur lui aussi, faut-il interdire le rugby, le 12 octobre. Le 23 novembre, prochaine soirée de l'éducation physique et sportive qui sera consacrée à qu'est-ce que savoir nager. Et à noter aussi la semaine de l'éducation physique et sportive dont Benoît a évoqué le lancement. On lance la 3e édition avec une nouvelle plaquette et qui met en avant non pas cette fois 4 ou 5 mesures, mais 6 mesures pour dépasser la question et faire en sorte que la sédentarité de la jeunesse et les inégalités sociales puissent un peu réduire dans notre pays. Merci encore à toutes et tous, à nos invités particulièrement de s'être déplacés et de nous avoir accordé de leur temps, de cet échange et à nous maintenant de construire d'autres processus pour que peut-être notre petit groupe ou plus largement, on puisse continuer à travailler ensemble. Merci aux auditeurs et aux auditrices. Bonsoir, bonne soirée. C'est-à-dire quoi EPS?